avait la polémique de certaines mamans qui avaient la phobie de ce 4e mois de risque d'allergie alimentaire quand on commence à 4 mois. Les études ont montré que, effectivement, même chez les terrains atopiques des enfants, ou même les mamans, commencer à 4 mois, il n'y a aucun risque d'allergie. Et c'est des études qui ont été faites américaines avec l'arachide et d'autres produits alimentaires. Donc là, c'était juste une précision pour dire que commencer à 4 mois, il n'y a aucun risque d'allergie alimentaire, même sur un terrain atopique. Et les études ont prouvé que, effectivement, là aussi, c'est pour dire que certains moments, commencer à faire la restriction alimentaire du risque, surtout sur les terrains atopiques, du risque alimentaire. Cette restriction alimentaire a entraîné beaucoup de retard de croissance chez les enfants. Donc la restriction alimentaire n'arrange pas les choses. Ça veut dire que même si on fait une restriction alimentaire, qu'il y a un terrain atopique, il n'y a aucun risque d'allergie alimentaire, même si on commence à 4 mois. Merci. Personnellement, je nuancerai un petit peu. Dans ma carrière personnelle, on a toujours diversifié à 3 mois, 4 mois. Effectivement, je ne pense pas avoir eu beaucoup de problèmes. Je vous dis encore une fois, c'est une tendance qui a poussé finalement un certain nombre de pédiatres dans les pays occidentaux à préconiser dans un premier temps la diversification à 6 mois à cause du risque d'allergie, puis maintenant redescendre à 4 mois. Quand il n'y a pas de terrain allergique, quand il y a un terrain allergique, ils continuent à proposer 6 mois. Mais c'est des propositions. Je ne pense pas que je nuancerai parce que je dirais qu'il n'y a pas de conséquences, à mon avis, sur le plan nutritionnel, qu'on puisse attendre 6 mois. Je ne pense pas qu'il y ait de conséquences. Maintenant, c'est des points de vue. C'est une, je ne dirais pas mode, mais presque. Je crois qu'on peut diversifier à 4 mois, comme vous dites. Mais pas l'arachide, méfiez-vous. L'arachide, c'est dangereux. C'est dangereux parce que probablement c'est un des produits les plus allergisants. Moi, je ne prendrais pas le risque d'introduire l'arachide avant, personnellement. Comme la fraise, par exemple aussi. En fait, c'est une question de risque. Est-ce que vous acceptez de courir ce risque ou pas? Voilà. Mais je suis un peu d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours en matière d'allergie alimentaire, est-ce que l'allergie au lait de vache peut éventuellement, cette diversification alimentaire à 4 mois, est-ce que éventuellement il peut y avoir une allergie au lait de vache? Est-ce qu'il ne faut pas éliminer tous les produits, tous les aliments qui sont fabriqués à base de lait de vache si on fait cette diversification à partir de 4 mois ou même à 3 mois, comme vous le dites, toujours dans le domaine de l'allergie? Et comment le prévenir? L'allergie aux protéines du lait de vache, d'abord la prévalence, il y a une étude qui a été faite, une thèse qui a été faite à Parnay qui montre qu'on est à 1,8% dans les normes occidentales. Évidemment, elle se manifeste très souvent, très tôt, puisque je vous ai dit que la prévalence de l'allaitement maternel avait beaucoup baissé. Cela veut dire que les enfants, hélas, sont allaités artificiellement très tôt. Et c'est là où elle va se déclencher. Maintenant, la durée de l'allergie aux protéines bovines, elle est très variable. Tout dépend de la forme clinique avec laquelle elle s'est manifestée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, l'acquisition de la tolérance se fait entre 1 et 3 ans en moyenne. Qu'après 3 ans, 80% des intolérances et des allergies rentrent dans l'ordre. Il reste évidemment 10 à 15%. Personnellement, j'en ai eu un qui avait fait une forme majeure qu'il a acquise à 13 ans, 14 ans. Mais ça reste, il fait partie des 5 à 10% qui
parce qu'ils vont faire une forme anaphylactique à la naissance, vont poser des problèmes. C'est les formes anaphylactiques qui vont mettre du temps pour l'acquisition de la tolérance. Les autres formes, qui ne sont pas IgE-médiées en particulier, peuvent régresser dès un an et demi. Mais on ne tente pas, personnellement, on ne tente pas l'introduction avant un an. À mon avis, c'est après un an qu'on commence à faire des tentatives, des essais de tolérance. J'ai répondu à votre question? Pardon, professeur Ould Taleb vient de nous quitter, mais malheureusement, il a un vol à prendre, il nous a faussé compagnie. Donc, on reste avec le professeur Laraba. Vous pouvez encore lui poser des questions. Je suis là. Professeur Laraba, bonjour. Je suis là. Voilà, je voudrais juste vous remercier pour l'excellente communication. Je voudrais juste vous demander un peu par rapport à l'introduction du miel. En fait, on constate dans nos habitudes alimentaires que le miel est introduit très tôt, pratiquement à n'importe quel âge, et surtout pour faire taire un peu le nourrisson qui pleure, et surtout pour introduire la tétine. Et aussi, on a incriminé un peu ce miel dans quelques cas de botulisme décrits aux États-Unis notamment. Merci. Ah, je vous remercie de me poser cette question. Le miel, à mon avis, va poser au moins deux types de problèmes. Premièrement, la facilité avec laquelle on va introduire le sucré. Les sucettes, c'est pas une bonne chose. Encore plus quand vous introduisez du sucre dedans. Maintenant, quand je dis c'est pas une bonne chose, ce n'est pas facile, il n'est pas facile de lutter contre les sucettes. Elle apporte une telle solution à une mère, parce qu'elle fait taire son enfant, que c'est très difficile de lutter contre. Mais il faut lutter contre. Donc le miel, parce que il est sucré, va favoriser cette tendance à abuser du sucre. Il y a une deuxième chose qui est contenue dans le miel, c'est qu'il peut y avoir des bactéries, effectivement, qui sentent. Vous avez parlé du botulisme, il peut y en avoir d'autres, mais je pense en particulier au botulisme, qui avec leurs toxines peuvent déclencher des problèmes. Donc c'est pour cela qu'à mon avis, les premiers mois, il faut éviter le miel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles on ne doit pas l'encourager. Je vous ai dit, c'est le fait que ce soit sucré et qu'on va faciliter cette tendance innée que nous avons à préférer le sucre et à abuser du sucre. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'est une position de stérilité. Les premiers temps, éviter, parce qu'il peut y avoir camouflé dans le miel des bactéries et avec des toxines. Pardon, professeur Larme. Ce qui rend difficile, d'autant plus que dans les farines alimentaires qu'ils vendent maintenant, il y a un pot de miel comme ça qui est bien dessiné, qui donne envie. Et c'est difficile de dire à la maman de ne pas donner du miel alors qu'elle prend de la farine où il y a du miel. Peut-être je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas facile. Sauf, moi je pense qu'il y a deux choses à considérer. Est-ce que nous savons, ce dont nous sommes convaincus? Et ensuite, comment gérer des situations? Tout à l'heure, je disais que je pense que la gestion de la mère est au moins aussi importante que celle de l'enfant. Étant donné, d'abord, les rapports que la mère a avec l'enfant, étant donné l'importance de la mère dans les rapports avec l'enfant, c'est notre intermédiaire. Je vous ai parlé de la sucette, c'est très difficile, et pourtant il faut le dire. Parce que la mère peut être convaincue, même si elle ne suit pas forcément les recommandations qu'on va lui dire. Mais elle est capable non seulement de le comprendre, mais de l'intégrer. Le miel, moi je pense que c'est plus facile. Parce qu'il y a le choix. C'est la sucette qui est difficile. Question, s'il vous plaît. Question, s'il vous plaît, ça. Ouais. Une dernière question. Pour ce qui est de la sucette, des études récentes ont montré que il vaut mieux éviter la sucette chez le bébé, en quelque sorte, parce que il y a un enfoncement de la fente palatine.
plus on l'utilise, plus il y a un enfoncement. C'est des études qui ont été faites. Mais bon, c'était juste la remarque, c'était pas la question. La question que je voulais poser, c'est au sujet de la flore bactérienne. On sait très bien que la flore bactérienne est très importante et intense. Il y a presque 4000 bactéries, ça profite de l'intestin. Et cette flore bactérienne, chaque bactérie représente un peu la digestion de l'enfant. Est-ce que cette flore bactérienne n'est pas le reflet de la digestion de l'enfant ou même des risques allergiques plus tard? Le rôle joué par cette flore bactérienne dans la diversification de l'alimentation en quelque sorte. Merci. Alors, pour ce qui est de la flore, il faut savoir qu'à la naissance, il n'y a pas de bactéries. Donc, la colonisation du tube digestif par les germes va se faire à partir de la flore qui existe dans la filière génitale de la mère. Et donc, cette colonisation va se poursuivre les premiers jours de la naissance. Elle est très importante, comme je vous l'ai dit, parce que depuis les années 90, avec l'avènement de la biologie moléculaire, on s'est mieux étudié des germes qui sont très souvent anaérobies et qui sont très profondément installés. Cela dit, le nombre de germes que nous avons dans l'intestin est plus important que le nombre de cellules que nous avons dans le corps humain. Il s'agit de milliards, de dizaines, de centaines de milliards de germes. Maintenant, le rôle de cette flore est probablement très important parce que aujourd'hui, je vous ai parlé du système immunitaire. Apparemment, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que elle joue le rôle de transmetteur. Elle transmet l'information au système immunitaire. Et tout dépend de l'information qui va passer. Donc c'est à ce point important qu'on pense aujourd'hui, d'abord qu'avec une bonne flore, deuxièmement, en la poussant, en l'aidant à passer les bons messages, on pourrait éviter un certain nombre d'affections. En particulier les affections dites immunitaires qui vont toucher l'adulte plus tard, ou le jeune enfant. Je pense à la maladie de Crohn. Je ne parle pas du diabète de type 2. L'obésité, évidemment. C'est ça qui est en train de faire le succès des probiotiques. Le probiotique, c'est, vous avez vu la publicité de Danone avec Activia. Danone utilise une publicité, il se base sur une réalité, celle que je viens de vous parler, l'importance de la flore. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'évidemment, quand il met dans le yaourt le lactobacillus, ce n'est pas évident que ce lactobacillus puisse aller s'implanter là où il devrait s'implanter. Mais cette bonne guerre, c'est ça la bonne publicité. Et c'est comme ça qu'il dit, il me change de l'intérieur. On ne peut pas l'attaquer parce que c'est juste, effectivement. Le lactobacillus, c'est probablement un germe qui est important dans la flore bactérienne et qui est très utile. Et le lait maternel aide à l'installation justement de ces bons germes. Les germes saprophytes. Maintenant, c'est pas du tout évident. Quand on avale de l'ultralevure, donc le Saccharomyces boulardii, pas évident que ce germe va s'implanter là où il faut qu'il s'implante. Ça, on ne l'a pas encore prouvé. Difficile. Merci, professeur Larba. Je crois qu'on va clôturer. Il y a les organisateurs qui disent qu'il faut clôturer la première séance. Passer à une pause café et on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant la pause café, je vous informe juste qu'il y a un atelier sur les dystéroïdies avec le docteur Bouweb. Donc, juste après la pause café. Et puis, je dois vous informer qu'il y a un quiz pour la fin de journée. Donc,